Salut à tous. Génération J devient génération littéraire et nous transporte dans les mondes imaginaires créés par la littérature d'ici et d'ailleurs. Ces jeunes vont nous parler de leur amour pour l'écriture. Ils sont au collège ou viennent tout juste de le quitter et ils rêvent d'être les plumes de demain. Et c'est ce qui les amène à prendre part à cette formation en marge du deuxième festival du livre de Trou-de-Douce prévu pour octobre 2022. Nous avons suivi les premières sessions du bureau des jeunes lecteurs-auteurs. Samedi 5 février, la première séance, la première rencontre avec celui qui conduira la série d'ateliers, Barlen Piamoutou, un habitué des ateliers, véritable laboratoire d'où émergent des talents. Et c'est ce qui motive cette toute dernière initiative de l'Institut français de Maurice. Ces jeunes qui apprennent à se connaître sont des espoirs en construction. Les premières impressions, ça donne quoi? C'est un petit peu intimidant, il y a beaucoup de monde, on ne se parle pas beaucoup, mais je pense que ça ira mieux par la suite quand on apprendra à se connaître. Et surtout parce que je pense que je suis jeune et que la majorité des autres, ils ont plus de 15 ans. Donc je ne sais pas si ça m'intimide plus que les autres, mais il y a un peu de pression dans l'air en tout cas. Il y a de la pression? Oui. Devant la caméra, non? Aussi, mais ça va, on fait avec. On n'est pas méchant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être parmi ce groupe? De nos jours, je trouve que les jeunes, ils ne s'intéressent pas trop à la littérature. Et alors que, par exemple, moi, oui. Et j'avais envie de partager avec des gens peut-être la passion. Parce que je connais pas beaucoup d'amis qui aiment ça. Donc pouvoir rencontrer des gens qui aiment aussi, c'est plutôt bien. Et aussi, ça peut m'aider à apprendre comment bien écrire ou à mieux analyser des œuvres. Oui. J'aime quoi? Quel genre de littérature t'intéresse? Moi, j'aime bien la science-fiction, la fantasy et la philosophie de la société. Ça peut être très philosophique, la science-fiction, ça fait réfléchir sur le devenir de l'homme. Ah oui, totalement, sur tout ce qui est par rapport aux utopies, aux dystopies, ces styles d'œuvres, ça permet de beaucoup réfléchir sur l'avenir. Tes attentes de cette première journée? Peut-être déjà de briser la glace et aussi de voir comment vont se passer les prochaines et qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Qu'est-ce qui a motivé ton inscription à ce projet? J'ai su à propos du projet grâce à une amie et une prof. Et donc je me suis dit, puisque deux personnes m'ont encouragée à y aller, je me suis lancée. Puisque je suis en année sabbatique, je pense que c'est intéressant pour moi d'explorer de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes avant que je parte. Et j'adore la littérature, j'adore écrire, donc je me suis dit c'est une opportunité pour moi de vraiment quand même intégrer une communauté d'auteurs et de lecteurs et de voir, de rencontrer des gens. Tu écris un peu quand même? Un peu, oui. Un peu. En fait, j'écrivais beaucoup plus auparavant, mais à cause de la pression de l'école et tout, j'ai pas eu vraiment le temps. Mais maintenant, j'ai repris l'écriture et la lecture. Et tu écris quoi? Un peu de tout. C'est beaucoup des thèmes un peu plus personnels. J'écris un peu de poésie, un peu de prose. Mais je suis pas très régulière dans mon écriture, je vais pas mentir. Et là, tu es en année sabbatique, donc ça te donne le temps de poser un peu en attendant de reprendre des études. Et tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui sont un peu comme toi. Tu vois déjà un peu à qui tu as affaire? Oui, bien sûr. Enfin, on a beaucoup de points en commun déjà, malgré le fait que je sois plus grande. Mais c'est très intéressant aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de partager beaucoup d'expériences. Voilà, le thé a été servi et la glace brisée. Il s'agit maintenant de ne pas faire preuve de langue de bois et de s'ouvrir. Le tour de table commence. Notre objectif, c'est de travailler avec vous toute l'année. C'est la première réunion des 35 qui vont suivre. Ce sera à la fois une belle expérience humaine pour vous. Lecture qui aura lieu le samedi 8 octobre, de 7h du soir à minuit à peu près. Et qu'on fasse quelque chose de décalé, de brillant, d'attractif, d'attrayant, enfin tout ce que vous voulez, mais quelque chose de bien pensé. Et puis j'aimerais bien aussi que vous présentiez un livre collectif. Et autre objectif ultime, les écrivains mauriciens se font vieux, à commencer par moi. Et mon rêve, c'est de voir des jeunes auteurs qui émergent maintenant, dans 1 an, dans 2 ans. Et je sais que parmi vous, certains vont devenir écrivains, quoi. Donc c'est bien de commencer maintenant.
Voilà les quelques objectifs. Comment y parvenir à travers la lecture de certains textes. J'aimerais ce genre de livre, donc je vais écrire en m'adaptant au lecteur, où je suis un auteur et je me dis, je fais ce que je veux. Non, il faut s'adapter au public visé par le livre. Et il faut un petit peu penser au lecteur. Si jamais, je sais pas moi, on vise un public d'enfants, on va pas mettre des mots compliqués, leur demander d'avoir une grosse mémoire, de connaître des grands mots, d'avoir un dictionnaire. Et du coup, je pense que c'est au lecteur d'évoluer en même temps que les lectures qu'il lit. Comme ça, il peut entre guillemets s'élever de niveau en niveau, débloquer entre guillemets débloquer les compétences de la liste, avec certaines qui sont plus importantes que d'autres. Je pense que avoir de la mémoire, de l'imagination et avoir un dictionnaire, c'est les plus importants, mais chacun se vaut. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de s'adapter à ce que les gens vont penser sur le moment. Parce que sinon, on n'aurait pas de classiques, donc les œuvres qui vont durer avec le temps. Parce que sinon, l'œuvre va être éphémère. Elle cède de Roland Barthes sur Sarrasine de Balzac, je crois, et il montre qu'il y a 1000 manières de lire ce texte. Comme il y a 1000 manières d'écrire un texte. Qu'est-ce que ça veut dire de lire et d'écrire? Quand on lit, nous sommes pris par la main par l'auteur ou le personnage et c'est un beau voyage en fait. Et quand on écrit, il se passe plein de choses. On relit les écrits, on dit c'est pas bon, on crie, on pleure, on rit et je me sens folle et j'aime ça, ce sentiment de folie un peu. Vous êtes comme des dissidents, quoi. Comme Alisha l'a dit, ses parents lui disent, écoute, ne va pas dans cette voie-là parce que tu ne te feras pas assez d'argent, etc. Donc vous êtes des dissidents, forcément. Vous ne suivez pas la même voie, etc. Votre formateur, accompagnateur, mentor, il a dit que en fait vous êtes des dissidents. Tu penses qu'il a raison? Il a raison, d'une part, mais pas complètement, parce que peut-être que d'autres gens, eux, il faut savoir que nous vivons dans une société qui est un peu cernée par la technologie et ça nous empêche un peu de vivre autour de la lecture et de l'écriture puisque tout est un peu donné, on va dire. Donc peut-être que si d'autres gens qui ne sont pas là aujourd'hui, ils avaient vécu un autre temps ou bien ils avaient découvert ce monde qu'ils ne connaissaient pas, ce serait différent parce que c'est aussi ce que beaucoup de dystopies, j'aime bien lire les dystopies, disent. Par exemple Fahrenheit 451, ça parle d'un monde où il n'y a pas de livres, mais après on comprend que c'est pas parce que le gouvernement impose le fait qu'on ne peut pas lire, mais parce que les personnes, les habitants eux-mêmes ont arrêté de lire de leur propre gré à cause de la technologie justement. Mais c'est impensable ça. Ça pourrait arriver d'après toi? Peut-être, je ne sais pas. C'est à nous d'en décider, c'est nous qui avons le pouvoir en tant que lecteurs. Et c'est ça que Ray Bradbury essayait de dire. Juste pour finir ici, qu'est-ce que tu aimerais sortir de toi? Qu'est-ce que ton écriture dirait de toi à l'avenir? Ça, je ne sais pas. Parce que quand je lis des choses que j'ai écrites il y a un mois ou il y a 2 ans, je me suis dit, mais c'est qui cette personne? Et peut-être que demain, j'écrirai une chose que moi, aujourd'hui, je n'écrirai pas ou que je ne penserai pas. Donc ça, je ne peux pas le savoir. Mais ce que je peux faire, c'est apprendre et découvrir cette nouvelle personne de demain ou bien dans 6 mois. Tout ce que je vous demande, c'est de venir régulièrement au bureau, cet atelier d'écriture et de lecture. Moi, je suis passionné par la littérature, les langues, la philosophie et les sciences humaines. J'ai envie de connaître sur l'humanité. Du coup, quand j'ai vu l'affiche sur Internet, ça m'a vraiment intéressé parce que ça va m'aider à faire mes recherches, à approfondir ma connaissance, à me donner de l'expertise pour pouvoir faire des analyses, écrire des thèses, faire des archives aussi, on pourra.
rechercher des archives dans le contexte mauricien et on pourra voir comment on va préparer le test sur les êtres humains, comment la culture mauricienne est née à Maurice, comment on est ce qu'on est aujourd'hui. Alors du coup, ça m'a vraiment intéressé pour me postuler pour l'IFM et le bureau des jeunes lecteurs-auteurs. Ça fait un moment que tu te poses des questions sur, en gros, l'identité mauricienne? Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une culture vraiment extraordinaire dans le monde. Nous avons les cultures très fameuses comme la culture civilisation perdue de l'Égypte, les Grecs, mais pourquoi pas un jour parler de la culture mauricienne? Parce qu'on a de tout ici. On a de toutes les couleurs, toutes les saveurs, tous les parfums. C'est vraiment intéressant et du coup, j'aimerais bien m'expertiser et faire connaître au monde c'est quoi la culture mauricienne. Et ça sera vraiment une opportunité extrêmement ordinaire. On a eu un échantillon bien intéressant en écoutant tes camarades, chacun se présenter. Tu en penses quoi un peu de ce groupe maintenant? Je pense qu'ils sont vraiment sympas parce qu'on a vraiment différentes personnalités, différentes façons de penser, nos échanges culturels, notre psychologie. On pourra apprendre beaucoup de choses et on pourra nous-mêmes nous apprendre sur eux, ils pourront apprendre de nous, on pourra devenir des êtres humains plus sympas, plus cool. Vous présenterez un livre que vous avez trouvé dans la médiathèque à un public, c'est public et vous. C'est important. Je suis désolée, j'ai pas super envie de m'identifier avec le personnage principal. Ensuite, la préférence pour une histoire avec action et dialogue, c'est très très précis. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui sont comme ça, c'est la majorité, c'est ce qui plaît à la masse, mais toutes les histoires ne sont pas comme ça. Ensuite, l'adaptation cinématographique, tous les livres n'en ont pas une. L'auteur en puissance, je trouve que c'est pas nécessaire, on peut apprécier un livre sans ressentir le besoin d'écrire quelque chose derrière. L'imagination, c'est le livre qui est censé nous procurer cette imagination, on n'est pas censé imaginer nous-mêmes, ce livre ne décrit pas avec suffisamment de précision. Un livre très imaginatif, il faut que le lecteur aussi ait de l'imagination pour entrer dans ce livre. Certainement, mais à part du coup l'imagination et le dictionnaire, je trouve qu'aucune des notions n'est vraiment nécessaire à être un bon lecteur. D'accord, mais c'est bien. Il faut s'affirmer. Ce qui m'a intéressé avec le bureau des jeunes lecteurs-auteurs, c'est parce que j'ai envie de publier un livre à un moment donné. J'avais raconté ça avant l'année. Pouvoir travailler avec un auteur internationalement reconnu et avec une institution comme la médiathèque et l'IFM, je pense que ce sera un plus dans le futur. Et bien sûr, rencontrer d'autres personnes est un bonus non négligeable. Je pense que c'est important dans le sens où j'aime beaucoup que dans un livre, dans un univers, le monde soit bien décrit. En anglais, on appelle ça world building, je ne connais pas le mot en français. Et pouvoir mettre de l'emphase sur le côté socio-économique, ça permet de développer le monde, de développer les personnages, de développer qui a quel rôle par exemple. Et aussi, si on écrit une fiction basée sur le monde réel, mettre cette emphase, cet aspect socio-économique nous permet de connaître les conditions de vie d'autres personnes. Vous dites socio-économique. Admettons que quelqu'un parle d'un livre de science-fiction qui se passe dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec notre monde actuel socio-économique. Par exemple, les livres que nous appelons les livres jeunes, je crois qu'il y a une grande importance sur le fait qu'il y a des princes, des nobles qui sont écartés du pouvoir par ce planète. Ce côté socio-économique a beaucoup d'importance dans les livres. Pour de Quelques semaines plus tard, nous voilà de retour au bureau. Et les voilà qui parlent de livres au milieu de livres. La passion les emporte à leur propre tempo. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont inspirés. From the perfect start to the finish line. Quand tu as lu le livre, est-ce que tu étais... Barlan l'a dit quand il a lu, quand il était jeune, il ne le comprenait pas trop. Mais est-ce que tu l'as compris autant ou bien c'est après ou un peu plus tard que tu t'es dit ça m'intéresse, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi il y a ça qui est comme ça, etc. Au début, j'avais pas vraiment le livre. C'était ma prof qui m'envoyait des photos. Donc, à chaque fois, je devais m'attarder sur chaque page, essayer de comprendre. Au début, c'est pas évident à lire, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Par moments, on se sent un peu vraiment ras-le-bol avec ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'action.
Donc on a envie de mieux découvrir. C'est complexe, mais c'est très intéressant parce que si on comprend vraiment, je pense avec plus de maturité, on comprend la réalité de la guerre, surtout là avec la guerre avec l'Ukraine. Donc on comprend mieux la réalité, vraiment que c'était possibilité d'avoir cette petite lieu de joie. Donc je pense que c'est ça le texte qui m'a vraiment plu. Et également, c'est vrai que c'est complexe, mais si on le lit avec vraiment cette conviction que peut-être je vais essayer de le comprendre, on arrive chaque mot fait qui dévoile quelque chose. Parce qu'avec sans dialogue, on s'attorde avec les mots. Et c'est les mots qui vraiment dévoilent tous les sentiments et qui permet de mieux comprendre le texte. J'espère que j'ai répondu à ta question. Le silence de la mer, tu t'es posé beaucoup de questions sur ce titre. Au fait, au début, quand je croyais que c'était le silence de la mer, je m'attendais à une histoire avec peut-être un marin dans la mer et tout. Mais on se pose beaucoup de questions, mais pourquoi le silence de la mer? Le silence, ça va, on le comprend, avec l'Agnès, c'est long. Mais la mer, en fait, je pense pour moi, Werner est comme ce marin qui est dans l'océan et il est dans sa barque au milieu et il ne sait pas quelle direction il va partir. D'un côté, peut-être il a quitté son pays, il va se rendre dans un autre pays, il est peut-être perdu et il nage peut-être dans cet océan où il y a plein d'Allemands. On peut dire que c'est les obstacles, son pays même est l'obstacle qui l'empêche de vraiment prendre une bonne décision. Donc on peut dire que la mer, ça peut être vraiment les Allemands. Parce que quand on regarde la mer, à première vue, on voit qu'une mer paisible. Mais quand on le regarde à plus profondeur, on remarque que vraiment, il y a tout un écosystème au bas qui a ses guets tout pareil. Donc, je pense que c'est quelque chose de plus profond. Et la mer en question, ça peut être cette mer avec tous ces Allemands qui sont en train de vraiment être un obstacle pour Werner. On n'arrive pas à se décider finalement. Est-il un monstre finalement? Quelqu'un, parce qu'il est soumis à la politique d'Hitler, destructrice. Et en même temps, il prétend être l'humaniste qui aime la France. Donc monstre ou ange finalement? Quelle est ton interprétation du personnage? On a tous nos défauts. Et peut-être Werner, on peut dire, parce que les Allemands, il y avait beaucoup de préjugés. L'Allemand peut dire qu'il était le monstre. Mais avec Werner, on peut dire que si on le regarde d'après son pays, son défaut, c'est peut-être ce côté angélique qu'il porte. Donc, Werner, il a ses deux côtés. Pour moi, je ne vais pas dire qu'il est monstre ni qu'il est un ange, parce que quand même, il a donné des faux espoirs à l'oncle et la nièce. Et vraiment, il a donné l'espoir à la nièce qu'il y aura une relation entre les deux, mais vraiment, ça n'a pas abouti à la fin. On va dire que peut-être il est comme tout être humain, il avait une perception qui a été détruite, mais il devait se refaire de cette idée. Mais on peut dire qu'il est lâche de la façon qu'il n'a pas voulu affronter la réalité de la guerre. Il a préféré vraiment ça donner à une mort volontaire. J'ai finalement pu partager ma passion avec l'audience et aussi avec des jeunes qui me comprennent, qui ont pu comprendre aussi pourquoi j'attache tant d'importance à ce livre. Et aussi, je suis heureuse que vraiment cet atelier m'a donné un moyen de vraiment m'exprimer parce que c'est pas quelque chose qu'on peut le faire souvent, ni on n'a pas de lieu spécifique. Donc ça m'a vraiment donné un grand plaisir à pouvoir aujourd'hui exprimer toute cette passion pour ce texte. Qu'est-ce que tu vois des autres dans leur écriture? Définitivement, il y a cette passion et cette envie de vraiment communiquer quelque chose d'important dans chaque œuvre. Bien sûr, avec Berlin comme mentor, il nous encourage aussi, il nous montre aussi où on a des erreurs. Et c'est un peu un apprentissage, également à comprendre les autres, apprendre de leurs techniques, apprendre vraiment de leurs expériences, le style d'écriture, ce qu'ils écrivent comme contenu. C'est qu'en fait, cet atelier, avec spécialement cette écriture des autres, ça nous aide vraiment à mieux se reconnecter avec quelque chose qu'on aime. Et là, avec les autres, j'ai appris beaucoup de choses en termes de vraiment comment structurer un travail, mais également la passion de chacun à travers son œuvre. Parce que chaque œuvre est différente, chaque œuvre exprime quelque chose d'unique en soi. Donc ça aide parfaitement vraiment pour moi, pour que je puisse un jour là écrire mon ouvrage. Là, c'était la présentation du texte de Vercors. Maintenant, nous allons écouter vos textes personnels. Et ça, c'est formidable. Et on va commencer par Lila. Il pleuvait. Les petites gouttes tombaient avec un rythme sourd et tous les pavés du chemin luisaient doucement. Le peu de passants sur la route avaient une démarche rapide et ne communiquaient que par murmures pressés, comme pour ne pas bouleverser le ciel davantage. Une silhouette se détachait parmi les autres. C'était Émilion. Son pas était tranquille, ses pieds presque traînants. Il n'était pas pressé. La salle d'exposition ne comprenait qu'une autre personne qu'Émilion. Un vieil homme au dos courbé, absorbé dans la contemplation des joueurs de cartes. C'est l'histoire d'un homme qui jouait par Gérard Depardieu dans le court-métrage. Il vit seul, il est vraiment très très seul. C'était l'inspiration.
Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Hadia. Alors, le titre, c'est « Et quand vient le ressac ». Comme souvent, je nage en eau trouble. Aventurier dans l'âme, je suis dans mon élément. J'avance paisiblement, du moins en apparence, malgré la faim qui commence à se faire sentir. Tu m'avais prévenu pourtant. En tout cas, tu as essayé. Mais j'avais perdu la raison. Je ne voyais plus que par lui. Est-ce un crime d'avoir voulu, pour une fois, accorder ma confiance à quelqu'un d'autre? Je ne t'entends plus. N'y a-t-il donc vraiment aucun espoir? Je t'en prie, il me faut savoir. Cette cage sera-t-elle mon tombeau? Bravo. Mon océan. Est-ce que c'est particulièrement l'océan Indien ou c'est l'océan en général? C'est en général. En fait, je voulais montrer qu'il a un lien particulier avec l'océan. Et comme c'est un prédateur, etc. Et en fait, l'océan, c'est un peu sa mère, en fait. Donc, ouais. Mais il y a pire prédateur que le requin. Oui, voilà. C'est pas vraiment lui le prédateur au final. Qu'est-ce qui reste de cette présentation? Parce que bon, on avait décidé de qui allait faire quoi quand. C'était ton tour aujourd'hui. Et il y a toujours un peu d'appréhension, j'imagine. Donc quand on sort de là, on se sent comment? C'est la première fois déjà que je lis un texte que j'ai écrit devant un public. Donc c'est quand même des émotions un peu particulières. Mais on se sent quand même assez libéré parce que c'est plein de sentiments qu'on garde au fond de soi. Et l'écriture, c'est une façon d'exprimer tout ça de toute façon. Et le présenter comme ça devant des gens qui partagent la même passion, c'est assez libérateur. Tu aimes écrire? Oui, c'est vraiment ma passion. Et tu voudrais écrire quoi d'autre? Je sais pas, ça dépend, ça vient. Là, par exemple, c'est un texte que j'avais écrit depuis plusieurs années, et quand vient le ressac. Donc, ça me tenait à cœur, c'est vraiment sur l'écologie. En fait, c'est le slam de Grand Corps Malade qui s'appelle Sur la Lune qui m'avait inspirée. Donc, il dit que les hommes, ils abîment la terre et pour accélérer la mort. Ils abîment la vie. Ils abîment la vie pour accélérer la mort. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Donc ça m'a aidé à écrire ça. Là, j'essaye d'écrire un roman. Donc ça me prend un peu plus de temps, plus d'énergie aussi. Mais j'espère y arriver. Tu as écouté les textes d'autres camarades. Tu en penses quoi de l'interprétation du Silence de la mer et du texte de Soufiane? Je pense que c'est très pertinent. Et pareil, donc ils ont une plateforme pour s'exprimer et ça rend quelque chose de très bien. Ça te libère un peu tout ça? Oui. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'opportunité de s'exprimer comme on veut en fait. La musique qui vibrait en ban miraille village. Ban soldat qui tape zot l'armée fort, et crier comme un sauvage. Un faible voile rose qui paraît dans l'air. Et volter, comment dire, une légion moustique, comment dire, ils sont évaporés. Assisé, fin ramasser une rose en bas, et fin se dague. J'ai remarqué une chose, mais probablement je me trompe, quand tu nous as présenté Exodus en anglais et le texte en créole, j'ai l'impression qu'il y a davantage de métaphores et de comparaisons dans les textes en créole. Pourquoi ça? Je me pose la question. C'est la façon dont on parle. Tu nous présentes ton texte en créole. Qui fait créole? En créole, c'est-à-dire depuis 5 ans, je peux écrire en anglais. Et l'année d'avant, c'est-à-dire que je commence à écrire en créole. Mais plutôt quand ça fait, par exemple, comment tu peux causer dans un message, comment tu peux écrire en créole. Là, j'ai découvert une graphie officielle. Enfin, il y a différentes graphies. Mais il y a une graphie l'harmonie, pas corporant. Et on apprend à écrire. Et éventuellement, en fait, ce texte-là, il est publié dans une anthologie appelée Collection Maurice, par Immédiat. Et tous les années, moi aussi, il y avait un texte là-bas. Et cette année-là, j'ai décidé de parler en créole. Et en même temps, il aussi permet-moi d'améliorer ma maîtrise graphie là. Ouais. Tu sens que tu es plus libre dans ce que tu as pour dire en créole? Pas nécessairement plus libre, parce qu'il faut penser, ce qui est plus important, c'est que tout le monde qui avait écrit dans le langage. Là. Mais il est aussi important qu'il nous fait standardiser. Comme ça, justement, qu'avec une histoire, un livre, des livres évidemment, un livre, un short stories.
Et là, qui a sa capacité pour publier l'histoire en créole, là, il y a un avantage. Je veux onduler dans le vent. Son regard est d'une nostalgie telle qu'on pourrait croire que nous ne sommes que les derniers fantômes à l'horizon. Elle regardait la mer d'un air arrogant. Mais ce n'était rien de grave, on s'aimait. Je lui avais montré mes livres, raconté mes histoires qui ne se passaient qu'à l'autre bout du monde. Elle a ri, et j'ai aimé son rire. Elle me faisait part de ses rêves, et je riais. Elle n'a pas aimé mon rire. Notre micro nous dit que la littérature mauricienne nous proposera de bien belles surprises dans pas longtemps. Nous sommes convaincus de revoir cette génération d'écrivains bientôt. D'ici là, lisez, faites lire, salam.